Tu te souviens de ces chaînes stéréo qui avaient l'air tout droit sorties d'un film de science-fiction? Elles avaient des aiguilles qui bougeaient comme si elles dansaient, des lumières qui clignotaient au rythme de la musique, des boutons qui faisaient un vrai clic, des curseurs qui glissaient tout en douceur et ces grosses molettes qui te donnaient l'impression de piloter un vaisseau spatial. C'était des machines avec de la personnalité, pleines de petits détails qui donnaient envie de les toucher, de les explorer, de sentir que tu avais le contrôle total. Pour beaucoup, plus la façade était chargée de boutons, plus l'appareil inspirait le respect. Ce n'était pas seulement pour écouter de la musique, c'était une expérience. Chaque bouton était une promesse, chaque lumière un signal que quelque chose de puissant était en train de se produire. Et puis soudain, comme les pantalons pattes d'Effèche ou les coupes mulettes, tout ça a disparu. Ça s'est évaporé sans faire de bruit, remplacé par des chaînes stéréo aux commandes invisibles qui n'invitent plus à jouer. Aujourd'hui, on va faire un voyage nostalgique à travers 9 détails qui étaient très courants sur les équipements hi-fi d'autrefois et qu'on ne voit presque plus. Certains, on adorerait les voir revenir, d'autres n'ont plus vraiment de sens. Mais ils ont tous un point commun, ils ont marqué une époque. J'espère que tu vas apprécier la vidéo. Commençons. La première caractéristique est facile à reconnaître et presque impossible à oublier. On parle des grands vumètres, avec des aiguilles qui bougeaient comme si elles dansaient au rythme de la musique. Pendant des années, ils ont complètement disparu et beaucoup d'entre nous les ont regrettés. Plus ils étaient intégrants, plus ils avaient de présence. Ils n'étaient pas là juste pour décorer, c'était une façon de ressentir la musique avec les yeux. Dans les années 80, ils ont commencé à devenir plus numériques et minimalistes. Et vers la fin des années 90, avec les premières années 2000, on aurait dit qu'ils avaient disparu pour de bon. Il ne restait non plus que sur des appareils très exclusifs comme l'Acuphase E406. Et même là, ce n'était plus pareil. Depuis peu, ils ont commencé à revenir petit à petit. Aujourd'hui, certaines marques sortent des amplis avec des écrans qui imitent ces aiguilles classiques, comme sur l'Advance Paris A10. Mais il y a aussi des marques qui recommencent à lancer des appareils avec de vrais vumètres analogiques à aiguilles comme le Luxman L509Z. La réalité, c'est que de vraies aiguilles, grandes et bien visibles, créent une connexion émotionnelle irremplaçable. Le fait de pouvoir être à 3 mètres de la chaîne et voir encore les aiguilles bouger est une expérience magnifique. Passons à un bouton que beaucoup appréciaient en silence. Il s'agit du fameux bouton de renfort pour écouter à bas volume, connu sous le nom de loudness. Notre oreille ne perçoit pas de la même façon les graves et les aigus quand la musique joue doucement. Tout paraît plus éteint, comme s'il manquait de vie, et c'est là qu'entrait en scène ce bouton spécial. Une fois activé, le son devenait plus chaleureux et plus enveloppant. Les fréquences graves et aiguës recevaient un petit coup de pouce qui redonnait de la force à la musique sans avoir besoin de monter le volume. En théorie, il fallait le désactiver quand on augmentait le volume, mais en pratique, beaucoup de gens le laissaient allumer parce que le résultat était plus agréable. Le son semblait plus plein, plus fun, surtout quand tu n'es pas assis en mode audiophile avec une loupe, mais que tu te promènes dans la maison en faisant le ménage ou la cuisine. Certaines marques ont décidé d'aller encore plus loin. Par exemple, le Kenwood KR9600 proposait 2 niveaux de renfort, ce qui permettait de choisir entre un son plus doux ou plus puissant selon le moment. D'autres marques ont préféré donner encore plus de contrôle à l'utilisateur, comme Yamaha avec son modèle A1000, qui incluait une molette pour régler l'effet de manière progressive. Ainsi, chacun pouvait modeler le son à son goût. Avec le temps, ce bouton a disparu de la plupart des amplificateurs et récepteurs. Pourtant, la normalisation de Sony est une technique qui existe toujours et qui est utilisée dans certaines applications et plateformes de streaming pour standardiser le volume de différentes pistes et offrir une expérience d'écoute plus uniforme. Cette fonction était une vraie petite perle pour ceux qui utilisaient des enceintes très sensibles. On parle des atténuateurs, également appelés pads, qui réduisaient le volume général de l'amplificateur par palier clair, par exemple -10 ou -20 décibels. Leur utilité était énorme, surtout lorsqu'on combinait un amplificateur puissant avec des enceintes à haut rendement, comme certains modèles de Klipsch ou Serwin Vega. Ces enceintes ont une sensibilité tellement élevée qu'elles peuvent jouer très fort avec très peu de puissance. Et même si ça semble être un avantage, ça peut devenir un vrai problème.
Dans ce type de configuration, régler le volume avec précision devient compliqué. Il suffit de tourner un peu la molette et le son est déjà trop fort. Il n'y a plus de marge pour trouver ce point intermédiaire qui te permet de profiter sans sursaut. C'est comme si le contrôle de volume devenait inutile. Mais quand tu actives un de ces atténuateurs, tout change. Le système réduit le signal avant qu'il n'arrive à l'enceinte et soudain le volume redevient gérable. Il n'y a plus ces bonds brutaux entre presque rien et trop fort. Tu peux maintenant affiner le niveau tranquillement et trouver ce point exact qui te fait vraiment profiter. Pour beaucoup, cette fonction faisait la différence entre écouter avec plaisir ou finir frustré. C'était une solution simple, élégante et très efficace. Elle ne demandait ni réglage compliqué, ni menu numérique, juste un bouton qui faisait son travail avec précision. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette fonction a presque disparu. Et c'est bien dommage parce qu'elle reste utile dans de nombreuses situations. Il est vrai que certains appareils modernes ont fait des progrès grâce aux nouvelles technologies. Certains proposent d'un coup move des contrôles de gain, des réglages numériques ou une égalisation automatique qui essaie de compenser ce genre de problème, mais on n'obtient pas toujours le même résultat. Avoir un atténuateur physique intégré directement dans l'appareil offrait une réponse immédiate et une sensation de contrôle que les systèmes actuels n'arrivent pas toujours à reproduire. Continuons avec un élément clé de l'expérience vinyle, le préamplificateur phono intégré. Ce composant se chargeait d'amplifier le signal extrêmement faible qui arrive depuis la platine vinyle. Sans lui, le son est à peine audible. Pendant de nombreuses années, avoir une entrée phono était la chose la plus normale du monde. Elle était intégrée à presque tous les récepteurs et amplificateurs sans qu'il soit nécessaire d'acheter quoi que ce soit en plus. Grâce à elle, tu pouvais brancher ta platine directement et profiter de tes vinyles sans complications. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup d'appareils proposaient des réglages avancés qui permettaient donc d'adapter le son à ton goût. Et tout se faisait depuis l'amplificateur lui-même sans ajouter le moindre boîtier externe. Avec l'arrivée des formats numériques comme le CD ou le MP3, cette entrée phono a commencé à disparaître. La façon d'écouter de la musique a changé et le besoin de brancher une platine est devenu moins fréquent. Les fabricants ont cessé d'inclure le préamplificateur phono sur beaucoup de modèles et peu à peu, il est tombé dans l'oubli. Ces dernières années, le vinyle a retrouvé en partie sa popularité. Cela a poussé certains fabricants à remettre au goût du jour des fonctions qu'on croyait oubliées, comme le préamplificateur phono intégré. Cependant, ces cas restent exceptionnels, et quand on en trouve un, il offre rarement la richesse d'options des modèles classiques. De nos jours, il n'est plus courant que les amplificateurs ou récepteurs incluent cette entrée de série. La plupart des appareils modernes ne la proposent plus, ce qui oblige les amateurs de vinyle à chercher des solutions externes. Si tu veux brancher ta platine vinyle avec le même niveau de contrôle que celui des années dorées de l'audio, tu dois acheter un préamplificateur phono à part. C'est un autre exemple de fonction utile, bien pensée et très appréciée qui a disparu peu à peu. Et même si l'essence du vinyle est toujours là, l'expérience n'est plus aussi directe ni aussi simple qu'avant. Maintenant, on retourne à la bonne vieille radio, celle qu'on syntonisait en tournant une molette, en cherchant patiemment la station parfaite. Dans ce monde analogique, il existait des fonctions qui rendaient l'expérience plus confortable et que beaucoup ignorent aujourd'hui. Deux d'entre elles étaient le MPX et le silencement FM, également appelé FM muting. Le MPX multiplex a été une fonction clé pour que la radio FM puisse sonner en stéréo. Sur les premiers récepteurs, la radio se faisait entendre en un seul bloc, sans séparation entre les canaux. Mais avec le système MPX, les récepteurs ont commencé à distinguer les signaux qui arrivaient mélangés sur la même station et ils pouvaient ainsi séparer ceux qui partaient vers l'enceinte de gauche et ceux qui partaient vers celle de droite. Le résultat, c'était un son plus immersif et plus réaliste. Si le récepteur n'avait pas de MPX, cette distinction passait inaperçue et le son restait plat. Aujourd'hui, tout cela se fait automatiquement sur les appareils modernes, mais à l'époque, c'était une innovation importante. De son côté, le silencement FM ou FM muting était une fonction qui coupait automatiquement le bruit entre les stations pendant la recherche de signal. Si tu as déjà tourné le cadran d'un vieux tuner, tu te souviens sûrement de ce souffle doux qui se glissait entre les fréquences.
Le FM muting supprimait ce bruit gênant, laissant le récepteur silencieux jusqu'à ce qu'il détecte un signal suffisamment fort. C'était une manière élégante d'améliorer l'expérience de la syntonisation. Aujourd'hui, si tu branches un vieux récepteur et que tu n'entends rien, il est possible que le FM muting soit activé et que le signal soit trop faible. Dans ce cas, il faut brancher une antenne et désactiver le muting pour essayer de capter une station. À l'époque, tout cela avait du sens. Mais aujourd'hui, le monde a changé de bande. Avec l'arrivée de la radio sur Internet et du streaming, la FM et l'AM ont perdu du terrain. Même si certains appareils modernes incluent encore des tuners analogiques, ces fonctions ne sont plus courantes ni nécessaires. Logiquement, avec le temps, elles finiront sans doute par disparaître complètement. Elles font partie d'une belle histoire, mais la technologie ne cesse d'avancer. Parlons d'une pratique qui donne aujourd'hui des frissons aux amateurs de vinyle, mais qui était très répandue à l'époque. Je parle des platines vinyles empileuses, aussi appelées changeurs automatiques de disques. Ces appareils permettaient de placer plusieurs disques vinyles sur une sorte de tige centrale. Quand l'un se terminait, le suivant tombait automatiquement sur le plateau et se mettait à jouer sans intervention de personne. C'était une solution pensée pour les soirées, les dîners, les après-midi entre amis. La musique continuait sans interruption, sans avoir besoin de se lever pour changer de disque. C'est pour cela que certains albums doubles sortaient avec les faces croisées. Au lieu d'avoir les faces 1 et 2 sur le premier disque et 3 et 4 sur le second, elles étaient organisées autrement. Le premier disque proposait les faces 1 et 4 et le second les faces 2 et 3. Ainsi, quand le premier disque se terminait et que le second tombait, la suite logique de l'album continuait dans l'ordre. Ensuite, en les retournant, la phase 3 était prête à jouer juste avant la 4, ce qui permettait de garder la continuité sans devoir réorganiser les disques. Avec le temps, on s'est rendu compte que cette mécanique avait ses inconvénients. Le système de chute automatique pouvait provoquer des frottements, une usure accrue des sillons et des problèmes d'alignement. En plus, le mécanisme demandait des réglages, de la lubrification et un entretien constant. Petit à petit, la culture du soin apporté au vinyle a pris le dessus. On a commencé à privilégier la qualité de reproduction plutôt que la commodité et les platines empileuses ont disparu. Aujourd'hui, on imagine mal les voir revenir, en dehors de la nostalgie ou du pur collectionnisme. Parmi les boutons qui apparaissaient souvent sur les anciens appareils audio, surtout sur les modèles des années 60 et 70, on trouvait le bouton mono, le stéréo et le reverse. Le bouton mono servait à écouter des enregistrements qui n'avaient pas été pensés pour un son stéréo. Une fois activé, le son se recentrait et sortait de la même façon par les deux enceintes, ce qui évitait les déséquilibres ou les pertes d'informations. Le bouton reverse, lui, inversait ce qui sortait sur le canal gauche et sur le canal droit. C'était très utile pour détecter des pannes. Par exemple, si tu remarquais qu'une enceinte jouait plus bas que l'autre, tu pouvais activer mono pour que les deux reçoivent le même signal. Ensuite, tu activais reverse. Si l'enceinte qui sonnait faiblement se met alors à bien marcher et que l'autre devient plus faible, ça veut dire que le problème vient de la source sonore, pas des enceintes. Mais si c'est toujours la même enceinte qui sonne mal, même après inversion des canaux, alors le souci vient de cette enceinte ou de son câble. Même si aujourd'hui ces fonctions ne sont plus courantes ni nécessaires pour la plupart des auditeurs, elles étaient très pratiques à l'époque. Et quand un problème de son apparaît, elles peuvent manquer plus qu'on ne l'imagine. Continuons avec quelque chose qui apparaissait presque toujours sur la façade des anciens appareils. Je parle des filtres appelés Rumble et Scratch, qui étaient en réalité des filtres passe-haut et passe-bas. Le filtre passe-haut servait à supprimer les graves les plus profonds, ceux qui ne faisaient pas partie de la musique et qui pouvaient en venir du moteur de la platine vinyle ou de vibrations dans le salon où se trouvait l'amplificateur ou le récepteur. Le filtre passe-bas, lui, coupait les aigus les plus agressifs comme les craquements typiques du vinyle ou le souffle des cassettes. À l'époque, ils avaient du sens. C'était une façon rapide de nettoyer le son, mais ils étaient aussi assez radicaux. En les activant, non seulement le bruit disparaissait, mais une partie du caractère et de la richesse de l'enregistrement s'en allait aussi. Dans bien des cas, activer ces filtres n'était donc pas la meilleure option. Avec le temps et avec la perte de protagonisme des cassettes et du vinyle dans le quotidien, ces filtres ont cessé d'être intégrés aux appareils.
On entre maintenant sur le terrain magnétique, à l'époque où les cassettes étaient les vedettes. Pour améliorer la qualité sonore, beaucoup d'appareils intégraient des systèmes de réduction de bruit Dolby. Leur fonction était simple mais importante. Ils servaient à réduire ce bruit de fond qui apparaissait à l'enregistrement ou à la lecture, une sorte de souffle constant qui ne faisait pas partie de la musique. Avec le temps, Dolby a évolué et est devenu plus efficace, même si tout le monde n'était pas convaincu. Certains l'évitaient parce qu'ils avaient l'impression qu'en supprimant le bruit, on perdait aussi une partie des aigus et de la brillance naturelle de la musique. En plus de Dolby, beaucoup d'amplificateurs et de récepteurs de l'époque proposaient une connexion spéciale appelée boucle de bande ou tap loop. Cette connexion permettait de sortir le son de l'amplificateur ou du récepteur, de le faire passer par un appareil externe comme un égaliseur, puis de le réinjecter sans interrompre la lecture. C'était très utile pour ceux qui voulaient ajuster le son à leur goût, car il n'y avait rien à débrancher ni à compliquer côté câble. Il suffisait de brancher l'appareil et ça fonctionnait. C'était une façon rapide et pratique de personnaliser l'audio. Avec le temps, quand les CD, les enregistreurs numériques comme le MP3, puis plus tard l'écoute en streaming sont arrivés, les cassettes ont disparu. Et avec elles, les boucles de bande ont disparu aussi. Aujourd'hui, on peut encore brancher un égaliseur externe pour améliorer le son, mais ce n'est plus aussi direct ni aussi confortable qu'avant. Cette connexion si simple a cessé d'être incluse sur les appareils modernes. Il fut un temps où posséder un grand système audio complexe était une vraie fierté. Plus il y avait de boutons, de sélecteurs et de connexions, plus il paraissait complet. Mais cette même complexité pouvait aussi se transformer en petit enfer. Sans t'en rendre compte, tu avais installé dans ton salon une sorte de système anti-vol social. Les gens le regardaient avec respect, voire avec peur. Amis et famille disaient qu'ils n'osaient pas y toucher. C'était pratique si tu ne voulais pas que quelqu'un dérègle ton installation, mais c'était un problème quand quelqu'un chez toi voulait mettre de la musique et que tu n'étais pas là. Tu devais alors expliquer en détail, étape par étape, ce qu'il fallait faire pour écouter quelque chose. Au début, c'était amusant, mais avec le temps, ça devenait épuisant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont habitués à l'inverse, à avoir un système audio moderne sans complications. Pourtant, il y a quelque chose qui revient. Petit à petit, de plus en plus de personnes ont envie d'interagir avec des appareils vintage. Tourner une molette, appuyer sur un bouton, voir les aiguilles du vue-mètre bouger, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu de te rappeler différentes fonctionnalités courantes des anciens systèmes audio. Laisse un like si tu as trouvé ça intéressant, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. On se retrouve très vite.